Et justement, au moment où j'ai commencé à penser qu'est-ce qui caractérisait, qui faisait la différence entre un groupe de personnes et une équipe, au moment où la pandémie est arrivée, et aujourd'hui, quand on commence à avoir une partie des équipes qui reviennent à l'office, d'autres qui restent à distance, j'imagine que c'est des problématiques que vous avez. Lisette, qui a écrit un des livres que je présentais un petit peu avant, a dit, en fait, ça a été énorme en termes d'impact sur les groupes de personnes, sur les équipes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu. Et comme on est dans un événement agile, c'est pour toi, Émilie, on en parlait juste avant, il y a énormément d'organisations qui ont, on appelle ça le reverse manifesto. Alors, je ne sais pas, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent le Manifesto for Agile Software Development, j'imagine. En tout cas, 4 valeurs, 12 principes. Et c'est pas celui-là, en fait. Donc, un des éléments clés, c'est que la transition en mode remote un peu forcée, les modes hybrides, etc., vous voyez beaucoup, beaucoup de gens qui ont investi dans les processus, dans les outils, et qui ont un peu dit, OK, en fait, on va un peu plagier la manière dont on faisait avant, on va bouger les groupes de personnes, les équipes, et ça va bien se passer. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, des gens qui sont à l'aise avec ces dynamiques à distance, d'autres qui le sont beaucoup moins, et collectivement, comment on s'en parle? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la notion de groupe et d'équipe? Donc vous allez voir, il y a des drivers là-dessus. Je vais vous présenter des histoires d'équipes qui ont évolué avec la pandémie, et j'espère que ça vous inspirera. Donc l'agenda d'aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un certain nombre d'équipes que je considère être les meilleures dans mon histoire, qui m'ont apporté, qui m'ont fait grandir, qui m'inspirent. Des caractéristiques, j'en ai tiré des espèces de, oh, excusez-moi, des espèces de choses que je vais vous inviter à réfléchir sur vos équipes, votre équipe, vos équipes, dépendamment de votre rôle. Et puis après, un certain nombre de pratiques que moi j'applique dans les équipes dont je fais partie ou que j'accompagne. Alors mes meilleures équipes, alors premièrement, on est à Junior. Sachez que j'ai été organisateur d'événements. J'ai organisé Gilles Touraine pendant un certain nombre de temps en France. Gilles Laval aussi, j'en parle pas là, mais et à Singapour. J'ai organisé quelque chose qui est plus technique, Devox, si ça vous parle. C'est les versions un peu plus techniques là-bas. Et finalement, si un jour, je ne sais pas qui a fait partie de l'organisation d'un événement ici dans la salle. Ouais, il y en a quelques-uns. En général, quand vous faites partie d'un événement, c'est de différentes personnalités qui viennent avec une même passion. Alors, des fois, ça clash. Mais cette énergie que vous mettez sur la table pour à la fin avoir des gens comme vous qui vont avoir le sourire à la fin de la journée, ça crée des équipes démentes. En tout cas, moi, ça a toujours été quelque chose d'assez incroyable en présentiel. Ce que j'aimais dans l'équipe d'organisation en général, c'était la bière de la fin. Pourquoi? Parce que vous donnez tellement de votre personne dans ces journées-là et vous pourrez parler aux gens de l'organisation. On en parlait juste avant. Ils sont tous à au moins 18 cafés, je pense. À la fin, vous pensez juste à avoir un maximum de sourire. D'accord? Et donc, vous vous mettez dans un état qui est plus individuel, c'est collectif et qui permet d'avoir une équipe extrêmement performante. Ensuite, étonnamment, avec cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont parties en distanciel. Et moi, j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si ça vous parle, Play 14. Là, la semaine prochaine, il y a un événement qui s'appelle Agile Game France, qui est des hurluberlus qui se retrouvent et qui testent énormément de pratiques collaboratives de jeux ensemble dans un environnement relativement sécurisé, on en parlera, et qui permet d'apprendre et de partager, d'expérimenter avec un certain nombre, et notamment quelqu'un qui s'appelle Pierre Nice, qui est basé en Suisse, on a mis en place un événement mondial avec différentes time zones, les gens des États-Unis, d'Asie, d'Australie. Et en fait, ce qui était génial, c'est que c'est parti d'un leader qui avait une vision. On a énormément travaillé le pouvoir de l'invitation. Alors, c'est quelque chose dont on en reparlera. Mais inviter les gens, c'est-à-dire ils ne viennent pas, bah, c'est comme ça. On a travaillé beaucoup là-dessus. On a essayé de limiter autant que faire se peut le nombre d'outils. Et ça, c'est important. Regardez le nombre d'outils que vous avez aujourd'hui pour pouvoir collaborer. Et puis à la fin, ça a permis de faire émerger la motivation, l'engagement des participants. Je fais de l'improvisation théâtrale. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font l'improvisation théâtrale dans la classe? Je suis allé visiter en même temps. Il y en a qui en font, bah, top. Vous répétez toutes les semaines, vous vous entraînez pour créer de la technique. Mais au moment où il faut monter sur scène, vous avez 3 minutes
pour créer une histoire pour des gens qui de temps en temps vont payer, pas toujours, ou qui vont donner la petite pièce dans le chapeau à la fin. Et il y a des choses très bêtes, mais en impro, il y a des règles, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais vous n'avez pas le droit de dire non. Quand quelqu'un vient avec une proposition, il faut construire avec. Quand quelqu'un vous donne une proposition trop rude, elle est sifflée. Il y a un arbitre, c'est une règle. Si par exemple je vois Émilie et je lui dis alors Émilie, tu es un paysan qui a perdu un pied dans l'agriculture du XVIe siècle, à un moment donné, je lui mets tellement de contraintes qu'elle ne va pas pouvoir évoluer. Donc en fait, en 3 minutes, vous devez à la fois collaborer avec les gens avec qui vous êtes sur scène pour rendre une expérience incroyable aux gens qui vous regardent et qui sont venus passer du bon temps. Donc ça, c'est de la sphère privée, mais c'est un énorme apprentissage pour moi. Ensuite, j'avais mon équipe à Singapour. Une équipe, j'avais 18 personnes à manager. Alors, voilà, ce qui est marrant, c'est qu'en Agile, on dit les équipes plutôt autour de 10, c'est pas mal. J'ai pris 18, j'ai appris. Alors, c'est très marrant hein, quand vous êtes coach Agile et que d'un seul coup, vous devenez manager. Alors, pendant 10 ans, vous avez accompagné les managers, vous leur dites, alors ce serait bien, on expérimente ça. Puis le jour où vous mettez les pieds dans les chaussures du manager, vous dites, waouh, c'est chaud en fait, c'est vraiment dur. D'accord? Donc, diversité, et puis manager des coachs. Alors, moi, j'avais mon manager quand j'étais dans cette entreprise de télécommunications qui m'avait dit une bonne chose. Le jour où tu as réussi à manager des coachs agiles, tu peux manager tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a des coachs agiles dans la place, mais dans l'esprit, les coachs agiles questionnent tout le temps pourquoi. Donc, à un moment donné, c'est difficile parce que vous voulez inspirer, mais pourquoi? La réalité, c'est que cette équipe était assez géniale parce qu'il y avait des coachs en organisation, des coachs aussi d'équipe, des coachs exécutifs, leaders. Et puis des coachs qui venaient de Malaisie, d'Australie, d'Inde, d'Europe, des États-Unis. Et ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que on a des biais. Moi, quand je suis arrivé en premier de France, ben, j'ai pesé mes biais et il a fallu apprendre à déconstruire ça pour créer un collectif. Donc ça, c'était mon équipe quand on est allé jouer ensemble. Et puis après, pandémie oblige, on est passé, comme beaucoup, je pense, sur la partie droite. Et puis depuis un an, je suis revenu, équipe beaucoup plus ramassée, on est 3. On est très nomade. On est dedans, j'ai mon mentor et un ancien collègue qui est un ami. Donc c'est complètement une autre dynamique d'équipe. Et on travaille en hybride, en remote, en présentiel. Donc c'est vraiment un autre type d'équipe qui fonctionne bien. Et pourquoi? Principalement basé sur la transparence, surtout. OK? Quelles sont les caractéristiques communes de toutes ces équipes? Et ça, c'est quelque chose, maintenant, ça va être un peu moins personnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais si j'ai une invitation pour vous tous aujourd'hui, c'est de prendre ces 10 éléments et de questionner vos équipes. Ces 10 éléments, en général, font une vraie différence entre une somme d'individualités et un collectif, voire une équipe. Alors la vision, vous inquiétez pas, tout sera partagé. Qui, dans la salle, prend le temps régulièrement de travailler une vision commune avec son équipe, en tant que membre de l'équipe, c'est-à-dire pas forcément le manager qui demande, qu'en tant que membre de l'équipe, je demande à ce qu'on travaille ensemble sur une vision commune. Qui, dans cette salle, le fait régulièrement? Ah, j'ai au moins un bras levé, j'ai eu peur. Après, régulièrement, bien entendu, c'est le biais, qu'est-ce que ça veut dire. Mais la réalité, c'est juste que, comme vous le savez certainement tous, une vision, elle doit être émotionnelle. Elle va permettre de connecter et de motiver les gens. Si vous ne travaillez pas sur cet élément-là, les gens vont rester les pieds dans la boue. Ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'être motivés. Alors, cette vision, ce n'est pas le tout de l'équipe. Il faut la travailler, et après, il faut la partager. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Et dans une équipe, on onboard des gens. Il y a des gens qui vont nous rejoindre, il y a des gens qui partent. Elle évolue. Ça permet d'avoir des gens qui rentrent beaucoup plus rapidement dans la collaboration. Quelqu'un connaît We Choose to Go to the Moon, le discours de JFK? Ça vous parle, 1962? Je vois quelqu'un qui dit oui. En 1962, on ne sait pas comment on va aller sur la Lune. Et Kennedy parle dans une université d'ailleurs, devant des centaines de personnes, et leur dit on va y aller. Et pourquoi on va y aller? Il ne sait pas du tout comment on va y aller. Technologiquement, a priori, on n'était pas prêt du tout. Mais il dit on va y aller.
Et c'est ça une vision. C'est un peu une étoile qui peut changer aussi. Elle n'est pas écrite dans le marbre. Mais je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Les équipes qui sont performantes ont une vision partagée, commune, qui est claire et revisitée. La taille, j'en parlais tout à l'heure, 18 coachs, c'était beaucoup trop. Dunbar, anthropologiste, clarifie, met en parallèle finalement la taille des groupes et la connaissance des personnes, la qualité des interactions. En gros, il explique que plus vous augmentez la taille d'un groupe, et je pense que ça va être assez logique pour bon nombre d'entre vous, plus les liens que vous allez entretenir avec les gens, en gros, vont se distendre. En gros, si vous voulez créer du lien dans votre équipe, il faut que cette équipe soit ramassée. Sachez, par exemple, bon, j'avais mis Amazon à un moment donné, je l'ai retiré pour une conscience plutôt éthique, mais la réalité, c'est, côté Amazon, il parle de pizza team. En gros, une bonne équipe, c'est pizza américaine, hein, ça permet d'avoir de la taille. Mais la réalité, c'est Bezos, il dit, il nous faut une ou deux, je ne sais plus ce qu'il dit, pizza, c'est la bonne, un nombre de personnes pour manger une ou deux pizzas, c'est la bonne taille d'équipe. J'imagine, vous avez tous en conscience que dès lors que vous dépassez 10, en gros, la qualité de votre communication au sein de votre groupe baisse de manière exponentielle. Alors, je vois beaucoup de gens qui se réunissent autour de PI planning, big room planning, et c'est là où le design et la facilitation devient clé, de telle manière à ramener sur des problématiques de groupe beaucoup plus ramassées. Vous pouvez faire des big room planning, des gros événements, mais il va falloir à un moment donné structurer votre facilitation de telle manière à ce que les groupes soient cohérents pour avoir des communications de qualité. OK ? Alors en plus, ce qu'il y a de pire, c'est que quand on y ajoute le fait de travailler à distance ou en mode hybride, c'est encore pire. Alors, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez vu, c'est passé un peu aux informations, qu'il y a même maintenant des outils qui permettent de dégrader votre réseau pour que votre vidéo commence à friser, pour que les gens l'effacent, enfin l'éteignent. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'Inde, et en Inde, de temps en temps, le réseau tombait. Mais je me suis rendu compte que beaucoup, au bout d'un moment, pour se désengager, disaient « Ouais, désolé, j'ai des problèmes de qualité de réseau ». Bon, après, avec les horaires de différence, il y a aussi des gens qui sont juste pas habillés pour être vraiment dans une collaboration visuelle. Mais ce que je peux vous dire de manière, c'est le Oshik Bashok, il y a des bonnes vidéos là-dessus. La réalité, c'est, le message que je veux faire passer, c'est que la facilitation est une technique, enfin, c'est un investissement qu'il faudra tous faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est manager ou qu'on est membre d'une équipe qu'on sait faciliter. J'en vois dans la salle que je connais, avec qui on a eu des très belles discussions sur la facilitation, mais la facilitation, c'est vraiment un investissement. Il faut savoir designer des expériences différentes, et en remote, ça devient critique. C'est pas parce que vous avez un Teams ou un Zoom que vous savez engager les gens, faire en sorte qu'ils restent motivés. Est-ce que vous avez conscience que le temps d'attention moyen d'une personne est autour de 17 minutes et qu'en moyenne, les réunions sont d'1 heure? Le désengagement des participants d'une réunion est très rapide. Investissez, faites des réunions de plutôt une demi-heure. C'est une autre conférence, j'en parlerai pas plus là. Mais les tailles d'équipes ramassées sont des caractéristiques d'équipes performantes. La clarification de la structure et de la gouvernance de ces équipes est extrêmement claire pour les équipes performantes. Je ne sais pas vous, mais il y a beaucoup d'équipes qu'on appelle des équipes hybrides. Pourquoi? Parce qu'on les tire de différentes fonctions dans l'organisation. Et à un moment donné, il y a le management, la règle pour cette équipe-là. Et puis, vous allez avoir en fait des managers de chacune des fonctions qui finalement vont avoir un impact. Alors, moi, j'aime bien, en général, quand je parle avec mes clients, je fais « Alors, c'est quoi la ligne de reporting ?» Alors, il y a cette ligne de reporting, et puis après, il y a une ligne de reporting en pointillé là, et une ligne de reporting en pointillé là. Et puis, comme il fait partie de ce pays-là, que ce soit facile à lire, il faut que la structure et la gouvernance de votre équipe soient explicables par tous les membres de l'équipe. Si à chaque fois, oui, mais tu sais, il va falloir aussi prendre ça en compte, et en même temps, il y a ça, vous savez que vous avez une contrainte de gouvernance et de structure autour de votre équipe qui ne va pas permettre
de créer de l'autonomie, de la créativité au niveau de cette équipe. Les équipes performantes ont une structure et une gouvernance claire. Ensuite, je voudrais taper sur un concept que l'agilité a amené, qui est l'auto-organisation, sur lequel je crois. J'en ai pas vu beaucoup, mais je crois. L'auto-organisation, c'est des niveaux de maturité d'équipe qui sont extrêmement forts et un environnement, je vais y venir après, qui le permet. Des fois, on veut de l'auto-organisation, mais l'environnement n'est pas prêt à ça. Et donc, justement, après, là, je veux vous aborder, les équipes efficaces sont des équipes qui durent. Alors, Large Scale Scrum, s'il y en a qui connaissent, il y a beaucoup de choses sur la longévité des équipes. Alors, je suis désolé, mais moi, au début, j'avais francisé tous mes slides. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à me fatiguer en me disant, je préfère laisser la source. Alors, m'en voulez pas. S'il y a vraiment besoin de traduire, je le ferai après. Mais la réalité, beaucoup doivent connaître la Tuckman. J'ai enlevé le adjourning, le dernier step. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'équipes, on aimerait qu'elles soient tout de suite performantes. On est des animaux. Hein. On a besoin de temps, en fait. Donc, une équipe performante, c'est une équipe mature, c'est une équipe qui a pris le temps de se connaître. Okay. Donc, la réalité, c'est que je vois beaucoup d'équipes qui passent par la phase de storming et qui invoquent après le management parce que on ne se comprend pas. En fait, c'est juste, et là, je vais nommer un de mes collègues, et c'est de l'anglais encore une fois, mais if you pay peanuts, you get monkeys. Hein. Donc, si vous voulez avoir des équipes performantes, il va falloir investir, prendre le temps pour que ces équipes investissent sur elles-mêmes. Alors, forcément, et c'est dérangeant, elles ne pourront pas être productives à ce moment-là, au sens délivrable. Okay, donc, c'est vraiment important d'investir là-dessus. Et en fait, avec la pandémie, avec le changement de manière de travailler, il y a énormément d'équipes qui étaient stables, qui sont repassées en mode storming. Et sur la seule réponse qu'on a donnée, c'est « Ah bah », et ça a été un énorme boulot, hein, je ne sais pas s'il y a des ops dans la salle, mais je tiens vraiment, c'est tous ces gens qui ont travaillé pour permettre à toutes ces organisations de basculer sur ces outils. Alors, je sais pas, moi, au début de la pandémie, je travaillais, ça se déconnectait tout le temps. Et puis, à un moment donné, c'est devenu stable. C'est tous ces gens-là qui ont travaillé dans le fond. Mais la réalité, c'est que les outils, ce n'est pas une solution pour devenir performant. C'est les hommes. Et donc, j'y viens sur ce sujet et un petit coup d'eau à Romain Couturier, si certains connaissent dans la salle, qui, on parle beaucoup de psychological safety en anglais. Lui amène un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle sécurité émotionnelle, qui n'est pas une traduction immédiate, mais qui résonne beaucoup chez moi et qui est vraiment comment on fait pour qu'une équipe, chacun des membres de l'équipe soit lui-même. C'est bête, hein? Allez dans les écoles, prenez vos deux pieds, les Gamba Walk, s'il y en a qui ont des enfants, allez regarder ce que font les instits sur le début d'année notamment, septembre, octobre. Alors, c'est pas toujours réussi, hein. Mais la réalité, c'est, moi, j'ai 2 sœurs instits et je leur pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils font pour que les enfants se retrouvent dans un état serein, où ils savent collaborer, en tout cas échanger avec leurs camarades, comprennent les règles d'équipe, et être dans un état de sécurité émotionnelle qui leur permet de grandir sereinement. Aujourd'hui, il y a énormément d'équipes qui n'ont pas cette sécurité émotionnelle. Les équipes performantes sont des équipes dont les membres de l'équipe sont eux-mêmes. Investissez dans la sécurité émotionnelle de vos équipes et vous verrez que la performance arrivera assez vite. S'il y en a qui sont intéressés, il y a le projet Aristote, le projet Aristote de Google, pour le coup, extrêmement intéressant, où étonnamment, ils ont interviewé énormément d'équipes pour savoir un peu, équipes performantes, pour voir un peu ce qui les caractérisait. Et ils se sont aperçus, finalement, le critère numéro 1, c'était la sécurité émotionnelle. C'était pas, c'est ça qui caractérise. Et il y a un livre de Amy Edmondson, je vous l'ai mis dans les ressources, qui s'appelle The Fearless Organization. Je pense qu'il doit être traduit maintenant, qui est extrêmement intéressant, qui explique un peu comment une organisation a permis d'évoluer dans ces cadres-là, sans surinvestir sur d'autres aspects. C'est pas en faisant des cadeaux, mais vraiment en créant des environnements. Une dernière petite boutade, parce que j'aime bien revenir à la vraie vie, et parce que ça m'a toujours fait rire. On n'a jamais vu, au niveau environnement, un fermier
crier sur des tomates pour grandir plus vite. Le fermier va investir beaucoup plus sur l'exposition, sur le sol, sur faire en sorte que les tomates puissent grandir. Pourquoi aujourd'hui, on n'investit pas assez là-dedans? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'investissement, mais l'environnement, généralement, est un des critères clés pour permettre à une équipe de devenir performante. Les compétences, alors ça c'est un sujet, je trouve, assez important parce que de temps en temps, on considère qu'en mettant des personnes dans une salle et en leur donnant une direction, ça va bien se passer. Quand il n'y a pas le bon niveau de compétence, c'est difficile. Et donc, la réalité, c'est qu'il va falloir en parler. Et moi, s'il y en a qui... Là, c'est peut-être un débat de coach, et vous m'en voulez pas, mais c'est Kinefin, si ça vous parle. Si vous ne connaissez pas, hyper intéressant. Il est... Alors, attention, vous pouvez faire quelques siestes en l'écoutant, c'est hyper puissant. Mais la réalité, c'est qu'il explique au niveau comportement comment vous devez réagir en fonction d'une situation, qu'elle soit simple, compliquée, complexe. Enfin, il change un peu ses jargons de temps en temps. Mais typiquement, pour moi, quand l'agilité vient répondre à des environnements complexes, c'est-à-dire, moi j'aime bien mettre la métaphore du plat de spaghetti, hein, on ne sait plus très bien par où le prendre. Les compétences, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. On peut avoir des bonnes personnes et investir sur elles. Alors au début, en effet, il va y avoir une baisse de performance, mais à terme, c'est un bon investissement. Investissez dans les compétences. Les équipes performantes sont des équipes qui investissent régulièrement sur la compétence, qu'elle soit soft ou hard, de ses membres. Très bien. Diversité, alors moi, c'est vraiment un cheval de bataille. Je suis à fond pour la diversité. Je ne vais pas surinvestir, mais la réalité, c'est que je vais juste résumer que les équipes performantes sont des équipes qui ont différents points de vue et qui savent s'en parler. Et que j'ai eu, il y a quelques années, j'ai accompagné en intelligence collective un acteur des banques autour de Nantes qui est vraiment, vraiment intéressant. On était 17 facilitateurs. Il y en a qui venaient des RH, il y en a qui venaient de l'agile, il y en a qui venaient du design. Et d'ailleurs, il y en a qui sont intervenus par là. On venait tous avec des vues, des prismes différents. Et on a fait quelque chose d'incroyable parce qu'on avait cette diversité et qu'on regardait les choses différemment. Investissez dans la diversité. Korn Ferry, très intéressant. Une démarche en 3 piliers sur la diversité et la performance d'équipe. L'inclusion, et Émilie est là, donc vous avez de la chance. Il y a quelques années, on s'est retrouvés, tu dois peut-être pas t'en rappeler, mais on s'est retrouvés à Laval et j'avais vraiment des problèmes avec une équipe dont je faisais partie et qui avait beaucoup bougé. Et tu m'avais sorti une phrase, et donc je te remercie là, devant tout le monde, et tu m'as dit, si vous ajoutez, que vous retirez quelqu'un d'une équipe, c'est plus la même équipe. J'imagine que vos équipes, il y a des nouveaux membres qui viennent souvent, il y a des membres qui partent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on investit beaucoup sur les gens qui arrivent, et quand les gens partent, au final, on vous retire des réunions. Les équipes performantes sont des gens qui sont dans l'inclusion à l'arrivée et au départ. Quelqu'un qui part, il a un nouveau projet, on peut aussi reconnaître que c'est une bonne chose. Et donc, après, il y a différents niveaux d'appartenance et d'inclusion. Mais questionnez la manière dont vous êtes inclusif dans votre équipe. L'inclusion est un paramètre important des équipes performantes. Et là, c'est le sujet que j'adore, moi. Le leadership. Alors, vous avez... Le leadership, c'est tout le monde, hein. C'est pas que le manager. Hein. J'aime bien secouer les gens. C'est pas parce que vous êtes manager que vous êtes leader. Okay, et c'est pas parce que vous êtes leader que vous êtes manager. Ok, jusque-là, tout va bien. Pour autant, on attend beaucoup de leadership des managers. La réalité, c'est que les leaders font la culture. La culture est une somme de comportements. Jusque-là, j'espère que je ne vous perds pas. Les équipes performantes investissent énormément sur le leadership. Et si vous ne développez pas le leadership individuel et collectif de votre équipe, vous aurez du mal à atteindre la performance. Le principe d'un leader, c'est de créer d'autres leaders. Okay. Alors attention au mot casquette. Hein. Réfléchissez à ce que veut dire leadership pour vous. Mais la réalité, non, je me permets de réagir. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Agile, DevOps, Design, Leadership. On peut les sortir tous ces mots. La réalité, c'est vraiment
Pour moi, leadership, c'est culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous travaillez sur votre culture dans votre organisation? Et comment, et c'est la phrase vraiment de Whittaker, comment on peut de temps en temps avoir envie d'engager une démarche agile avec des équipes, qu'elles soient Scrum, Kanban, whatever, et en même temps avoir du management qui vient contrôler en permanence. Il faut aller questionner ces gens-là qui finalement vont créer de la contrainte au niveau de ces équipes-là. Revisiter, est-ce que c'est vraiment une culture qui est alignée avec une volonté d'aller vers plus d'agile? Je me fourvoie, je vois des yeux qui sont vagues. La réalité, c'est investissez vraiment sur le leadership. Et par exemple, un exemple tout bête, mais là, je discutais avec un certain nombre de décideurs assez haut placés et qui posent des questions sur comment on pourrait avoir plus de feedback sur le terrain. Aller sur le terrain, en fait. C'est bête, mais c'est bête. Mais alors déjà, j'ai arrêté pendant tout un temps tous ces CEO, CIO, COO. J'étais toujours très impressionnant, donc très respectueux sur la manière. Maintenant, j'aime bien me dire c'est des êtres humains et de leur dire à un moment donné, secouez-vous juste aller voir les gens, développer votre leadership en prenant aussi en compte ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est juste, en fait, user un peu plus vos souliers que et prendre un quart d'heure, allez vous asseoir. J'ai des organisations où ça se fait déjà, ne vous inquiétez pas. Mais investissez vraiment dans cette direction. Et mesurez. Alors, pas KPI, mettez des métriques en place qui vont vous permettre de caractériser que les choses changent. Moi, j'aime bien mesurer et je mesure plein de choses différentes. Alors, on les priorise, si on a trop de mesures, c'est trop compliqué, mais investissez aussi sur un certain. J'imagine, il y en a qui doivent connaître Nico Nico, les Mood d'or. Enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent de sentir un peu l'état émotionnel des équipes, mais ça peut être aussi juste le nombre de propositions qui viennent des équipes. Alors, par exemple, pour les équipiers agiles, le nombre de personnes en sprint review qui ne font pas partie de l'équipe, le nombre de managers en rétrospective. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mesurer, mais faites-le en transparence pour l'exposer aussi, pas que pour l'équipe à l'extérieur. Les équipes performantes mesurent. J'arrive progressivement sur des propositions que vous pourriez potentiellement engager demain. S'il y en a qui ont déjà travaillé sur des canvas, il y en a beaucoup, le plus connu étant le business model. Mais maintenant, il y a vraiment des canevas d'équipes qui sont hyper intéressants. Encore une fois, l'objectif, c'est pas mettre des post-it au mur ou sur un klaxon, Miro, mural, peu importe. C'est les conversations qui ont la valeur. Donc, vous pouvez, en fait, ça va vous aider à vous poser des questions sur un certain nombre d'aspects. Et c'est extrêmement important de prendre le temps. Encore une fois, si vous avez que 10 minutes, ne le faites pas. Ça ouvrira trop de portes et ce sera de la dette. Ça nécessite un investissement. Mais je vous invite plutôt à le faire de manière, voilà, prendre le temps. Là, j'ai une équipe que j'accompagne. Ça fait 3 mois qu'ils le font. Ils ont progressivement documenté un peu tout ça. Et maintenant, ils embarquent des fournisseurs et ils leur partagent ça avant de commencer à travailler avec eux. Justement, la chef de projet m'a partagé, alors c'est un peu petit, mais vous retrouverez toutes les ressources. Hein. Un autre Canva que j'aime beaucoup, qui est maintenant plus sur les way of working, qui est un mot à la mode, hein, mais qui va vraiment venir poser des questions autour c'est quoi nos valeurs, mais c'est aussi comment on décide. On va mettre sur papier tout ça. Parce que faites attention, en fait, une équipe, si elle ne documente pas, vous allez partir tous avec votre propre vision, votre expérience, ce que vous avez pu faire avant. La vision, j'en parlais, ça doit vous parler, la notion d'élévateur pitch. We choose to go to the moon. Il y a des visuels qui sont dispo en Creative Commons. Posez-vous avec l'équipe. C'est quoi notre équipe? Qu'est-ce qui fait c'est quoi l'identité de notre équipe? Dans le framework, là, en bas à droite, le canevas en bas à droite, là, à la fin, il pose c'est quoi le totem de votre équipe? Et la chef de projet me dit mais c'est quoi ça? Et je lui dis mais en fait, c'est bête, mais s'il y en a d'entre vous qui ont fait un hackathon, un innovaton, quand on donne un t-shirt et qu'on a un code couleur, on a un sentiment d'appartenance, on commence à toucher l'émotion. Alors, je ne suis pas pro l'uniforme partout, on en discutera ailleurs, mais la réalité, un drapeau, avoir quelque chose qui unit les gens dans une même direction, ça peut apporter de la valeur. Et donc, c'est important
de la même manière que vous travaillez sur une vision commune, une direction commune sur lesquelles on va se mettre d'accord. Les cochons, les poulets, ça parle dans la salle ou pas? L'histoire agile, c'est très vieux. Hein. La BD, là, c'est 2006. Les cochons, c'est il y a un cochon, un poulet, ils veulent ouvrir un restaurant aux États-Unis, donc Eggs and Bacon. Vous avez le cochon qui, à un moment donné, revient vers le poulet et dit « Je suis désolé, mais moi, en fait, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir ce restaurant. » Et le poulet, il fait bah, « Pourquoi ?» En fait, tu me demandes de me tuer pour l'ouvrir ton restaurant, alors que toi, tu as juste des œufs à donner. Dans les équipes, il y a des cochons et des poulets. Enfin, dans les organisations, il y a des cochons et des poulets. C'est très important de savoir ceux qui ont un intérêt à voir l'équipe évoluer, ou le projet, ou l'instance que vous voudrez, et les gens qui, si le projet, l'équipe planteront avec. Donc, en gros, on va vouloir évoluer à être beaucoup plus clair. Donc, c'est une cartographie de qui sont les acteurs, qui fait partie de l'équipe cœur, qui fait partie des gens importants à embarquer. Et typiquement, les poulets, là, ceux qui sont dans un modèle un peu plus Scrum, ils doivent tous être à la review. Mais ils ne doivent pas être à la rétro. Donc, qui sont les poulets? Qui sont vos poulets? Qui sont vos cochons? De temps en temps, il y a des gens, on dit, bah, il fait partie de l'équipe, mais il n'est jamais là. À chaque fois qu'il vient, il casse la dynamique. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment important de clarifier. Petit exercice, très simple. Des règles d'équipe. Vous avez des règles basiques de fonctionnement. Par exemple, à l'école, c'est ce qu'ils font les profs entre septembre et octobre. Ça semble bête, mais typiquement, en tant que facilitateur, je les pose toujours. Et je demande aux gens dans la salle, est-ce qu'on est tous OK avec ça? Parce que si à un moment donné, il y en a un qui a un comportement qui sort du cadre, ça me permet de le rappeler en disant, oui, bah, on s'était mis d'accord sur ces règles-là, et ça m'a sauvé plus d'une fois. En tant qu'équipe, il va vous falloir des règles. J'ai un exemple là, très récemment, on a ajouté dans une règle d'équipe d'un projet, on ne coupe pas les gens quand ils parlent. Ça vous semble normal pour vous, mais à distance, les gens, ils vont éteindre la caméra, c'est de la dette. Enfin, ok, lui, moi, je ne lui parle plus. À terme, ça peut vraiment casser la collaboration. Donc, il y en a un, en rétro, il dit, j'aimerais ajouter ça dans la règle d'équipe. Laissez-moi finir ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes personnalités. Des gens qui parlent beaucoup, des gens qui mettent plus de temps à parler. Et donc, avoir une petite règle d'équipe. Là, je vous ai mis un exemple de Modern Agile. S'il y en a qui ne connaissent pas, allez creuser là-dedans. Ils ont notamment tout un pan sur la sécurité émotionnelle qui est extrêmement intéressant. On met à plat les règles de décision, en fait. Et si vous ne connaissez pas, allez voir l'advice process, super intéressant pour voir. Il y a aussi derrière une notion de delegation, je commence à parler anglais, délégation. Vous avez le delegation poker côté management 3.0. Michael Saota a sorti un autre jeu de cartes hyper intéressant là-dessus. Je vous le mets tout ça dans les ressources à la fin, ne vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'est on met à plat vraiment comment prendre des décisions. Quand est-ce qu'on peut les prendre? Est-ce que vous, dans votre équipe, ça ne vous est pas arrivé à un moment donné de prendre une décision et à un moment donné, il y a quelqu'un, non, mais en fait, c'est moi qui prends la décision, le mec est, ou la personne est en dehors, et là, le sentiment de frustration, il est énorme. Donc, ça va tuer votre motivation à réémettre une injonction plus tard. En mettant à plat, en documentant, c'est bête, mais il faut documenter. Après, comme on le dit à beaucoup d'équipes, ça va vivre, ça va évoluer. Si à un moment donné, c'est plus cohérent avec notre manière de travailler, on le fait évoluer. OK? Donc, clarifier les rôles et responsabilités, c'est bête, c'est ancien, c'est pas l'agile. Hein. Mais moi, je vois beaucoup, et ça arrive peut-être dans vos organisations, de gens qui sont chefs de projet et Scrum Master. Je dis pas que c'est bien. Mais la réalité, c'est quoi mes responsabilités dans l'un et dans l'autre? À un moment donné, même dans les règles d'équipe, à un moment donné, j'ai eu ce rôle-là, il y a longtemps, j'avais mis en place un système de casquette. Quand j'avais ma casquette sur la tête, j'étais Scrum Master. Quand je ne l'avais pas, j'étais chef de projet. Parce que c'est extrêmement compliqué. Si ce n'est pas clair, les rôles et responsabilités, à un moment donné, ça va impacter votre collaboration. Et on documente. Qui disait qu'en agile, on ne documentait pas? Autre chose. Sur des post-it. Et donc, par exemple, là, à Singapour, nous, j'ai vraiment revisité mes règles d'équipe. Et donc, on a mis en place un certain nombre de choses de telle manière à travailler. C'était avant la pandémie.
Et après la pandémie, on a adapté, puisque la complexité a changé, on a réadapté notre manière de travailler. Vous avez des gens qui arrivent, mais ils ne travaillent plus à côté de vous. Vous avez un nouveau fournisseur, il y a des paramètres qui changent dans l'équipe. On revisite les moyens de travailler. Je suis à la fin. Il y a des outils, il y a plein d'outils différents maintenant aujourd'hui. Je ne vais pas passer trop de temps sur les outils, mais trouvez vos beaux outils. Il y a des matrices en termes de documentation, usage, outils, vous pouvez mettre en place et qui permettront de clarifier ça. Revisitez aussi votre recrutement. En général, il y a quelqu'un qui va venir cet après-midi, je crois, faire une keynote qui vient d'une boîte qui s'appelle Favi. Ils ont des bons conseils là-bas. La réalité, c'est qu'il y a plein de manières de revisiter votre recrutement de telle manière à avoir des gens qui soient alignés avec votre culture. Pourquoi ? Parce que finalement, je vais parler que celle en bas à droite. Une fois, j'ai recruté quelqu'un parce que j'avais un besoin et que j'ai un peu compromis sur mes valeurs d'équipe. J'ai ma bras gauche qui m'a dit tu ne devrais pas. J'ai forcé la décision et j'en ai conscience. J'ai appris. Hein. La personne est devenue, a fait du psychological harassment. Il a vraiment harcèlement psychologique, ce genre de choses. Ça a été une catastrophe. On a dû malheureusement avoir des discussions extrêmement difficiles avec lui. Il a dû partir. Pourquoi ? Parce que j'avais un peu été sur les compétences et j'avais mis de côté un peu les valeurs en me disant j'ai besoin de ce gars. Mais ne jamais négocier sur les valeurs. Et puis, c'est la fin de ma présentation, mais elle est extrêmement importante pour moi. C'est investissez sur vous. Le leadership, ça commence par ça. Et là, c'est un travail que j'ai fait avec une personne incroyable en Asie, mais qui sur la vulnérabilité. Attention à l'environnement. Vous ne pouvez pas faire ça partout. Mais cet outil-là, il est incroyable. Le message, c'est juste investissez sur vous. Attendez pas que le collectif devienne incroyable si vous n'investissez pas sur vous. Célébrez. Apprenez à trouver des moyens de célébrer. Innover. Je sais, pour avoir discuté avec des gens, la Maïf n'est pas très loin. Il y a énormément de belles choses qui ont été faites pour dynamiser un peu. Mais sur le travail à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Qu'est-ce qu'on peut faire en transverse ? À Singapour, ils nous faisaient livrer chez nous des petits trucs toutes les semaines d'acteurs locaux. C'était hyper sympa, on trouvait ça. Je ne suis pas sûr que c'était éco-friendly, mais c'était hyper sympa. On développe les communautés, on fait bouger les gens. Ça va permettre de créer de la pollinisation entre les équipes. L'objectif n'étant de ne pas créer de nouveaux silos. J'arrive gentiment à la fin parce que je n'ai pas envie de vous mettre en retard pour la suite. Donc, en résumé, 1. Travaillez sur vous. C'est bête, on parlait de l'équipe, mais j'ai envie qu'on investisse sur vous en premier. Ouvrez les yeux sur la richesse des gens qui est autour de vous. Attendez pas forcément d'un coach d'être le super-héros qui va changer votre vie. Ça va commencer par vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, je l'ai redessinée, mais c'est la roue No Time, pas le temps de s'améliorer, où il y a 2 personnes qui poussent un chariot avec des roues carrées. Et alors qu'il y a des gens qui proposent des roues rondes, il y en a une autre où en fait c'est un chariot de bonnes idées qu'on n'utilise pas. Les organisations sont pleines de gens incroyables qui généralement arrivent avec des niveaux de motivation incroyables et rapport Gallup très rapidement baissent leur motivation. Comment vous allez chercher la richesse en interne ? Investissez sur votre culture, important. Il y a plein de ressources. On s'en parle, il y a un bon petit déj plus tard. Je serais ravi d'échanger avec vous. Des livres à foison, des TED, des gens qui parlent de ce sujet-là. Il y avait Émilie qui a parlé de plein de sujets connexes ce matin. D'autres qui sont pas loin, je sais, qui vous parleront de très belles choses. Il y a des statuts, là, je finis en Jean-Claude Van Damme, horrible. Donc, il y a des... non, je vais me claquer. Donc, il y a vraiment des belles choses au niveau data qui vous permettront de réfléchir. Mais la réalité, c'est prenez du temps. Si vous ne prenez pas de temps, ça ne se fera pas. Et donc, de facto, vous avez pris ce temps-là aujourd'hui. Je vous souhaite d'en profiter, d'avoir le meilleur de ça. On reste tous orateurs et organisateurs à votre disposition. Et bon vent. Voilà, c'est le breton qui parle.